Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'espère que vos vacances ont été bonnes, que la rentrée n'a pas été trop douloureuse et que globalement les choses vont bien actuellement. Histoire de commencer l'année dans la joie et la bonne humeur, nous allons aujourd'hui vous faire découvrir Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès. Cette pièce n'est pas découpée en scènes, elle se déroule d'un seul tenant, et je tiens également à préciser que, étant donné la nature du texte, il y a nécessairement une dose d'interprétation de ma part dans ce que je vais vous raconter. Ça ne sont pas uniquement, pour une fois, des actions factuelles. Maintenant que nous sommes prêts, c'est parti! Un dealer qui se trouve dans une rue s'adresse à un client qui est là. Le dealer décrit sa posture de donneur qu'il souhaite rendre humble. Il sait, effectivement, pour l'avoir déjà éprouvé lui-même, ce qu'est le désir, et il voudrait que son interlocuteur puisse lui formuler sa demande sans gêne. Pour être là depuis longtemps, il sait également que celui qui arrive a nécessairement besoin de quelque chose. Il adopte le rôle de l'humilité et offre à son client celui de l'arrogance. Le client dément tout ce que le dealer vient de lui dire, il ne fait que passer et n'avait pas l'intention de s'arrêter. Le dealer se trouvait sur son chemin, il n'a rien à lui demander et n'a simplement pas trouvé la force de l'éviter. Son désir ne peut pas être comblé par celui qui lui fait face, il est beaucoup trop intense pour ça et de toute façon, le client ne sait même pas le nommer. Il est perturbé par la présence du dealer à qui il demande de s'écarter pour le laisser passer. Le dealer est d'accord avec ce que le client a sous-entendu à son sujet. Lui ne vient ni ne va nulle part. Il persiste cependant. Le client a besoin de lui. Il le sait, il l'a vu. Après tout, il est venu vers lui, et quoi qu'il puisse en dire, leurs regards se sont croisés. Le client, lui, est cependant certain de ne pas avoir besoin des services du dealer. Ses désirs, quels qu'ils puissent être, ne se tourneraient certainement pas du côté de l'illégalité. Il est absolument dégoûté par tout ce que le dealer représente et symbolise, et se sent souillé d'être seulement en sa présence. Le dealer avertit le client. Il le voit le provoquer, rendu agressif par peur, alors que lui s'adresse à lui avec respect, avec mesure. La correction qu'il emploie, et qui pourrait être superflue vu l'heure très tardive de la nuit, lie son client à lui puisqu'il lui est redevable, ou devrait en tout cas l'être, d'avoir choisi la courtoisie. Le client regrette d'avoir laissé son regard se poser sur lui. Il se contentait de garder les yeux fixes devant lui et aurait dû les détourner plutôt que de les laisser accrocher le regard du dealer. À présent, la seule différence entre les deux individus est que l'un a peur et l'autre non d'une éventuelle taloche donnée par l'un à l'autre, leur seule ressemblance étant que tous deux se demandent si cette taloche aura ou non été distribuée d'ici la fin de leur échange. Le client prend cette rencontre avec fatalité. Il refuse de converser davantage avec le dealer. Après tout, on ne discute pas avec la tuile qui tombe du toit pour vous fracasser le crâne. Il s'explique tout de même, cependant. Il lui semble évident que deux hommes se rencontrant en pleine nuit sont obligés de répondre à un certain schéma dans lequel l'un d'eux agresse l'autre pour ne pas lui-même être agressé en premier. Il a donc choisi, de façon logique, d'attaquer le dealer plutôt que de risquer lui-même de se sentir pris en défaut. Or, si le client se trompe et qu'ils ne doivent pas être dans cette relation de tuile à crâne, alors il ne comprend pas pourquoi le dealer n'a pas encore exposé sa marchandise si mystérieuse pour que lui-même ait la liberté de lui dire un simple non. En plus, il aime dire non. Le dealer, cependant, ne peut pas le lui permettre. Lui n'a jamais appris à dire non, il ne sait que dire oui. Il aura de toute façon nécessairement tout ce qu'on lui demandera. Son objectif n'est pas de répondre à des désirs, c'est de donner consistance à des désirs. Il se doit d'attendre le bon moment pour faire la moindre proposition. S'il la faisait trop tôt, il risquerait de brusquer son interlocuteur, de s'exposer à un non, ce qu'il ne saurait souffrir. Ce serait pour lui une véritable souffrance. Or, la souffrance ne peut être infligée à quelqu'un que par celui qui ne la craint pas
et on craint les souffrances que l'on ne peut infliger nous-mêmes. De fait, il ne peut s'entendre répondre que oui. Il lui demande de lui donner l'objet de sa demande, de la lui dire sans le regarder, comme s'il se trouvait dans la solitude des champs de coton en pleine nuit. Il le supplie presque de ne pas laisser l'instant inachevé, car pour lui c'est là qu'on trouve la plus grande cruauté du crépuscule, qui transforme les instants en erreurs. Le client se défend. Il ne voit pas du tout leur posture de la même façon. Il est après tout l'étranger en ces lieux, interpellé par le familier des dix lieux. C'était donc au familier d'introduire un signe qui aurait pu lui le mettre en confiance et non pas à lui d'arriver et de se déverser de ses secrets comme de son sang au milieu d'une terre inconnue. C'est ce déséquilibre et cette méconnaissance qui ont créé ce quiproquo, cette soi-disant connaissance du dealer d'un désir secret du client. Il s'inquiète de la violence qu'il risque de subir et tient à vérifier avec le dealer qu'il constate tout de même bien de combien lui-même résiste. Le dealer le rassure. S'il peut tout à fait être envisageable que de la violence se produise, rien ne sert de l'envisager trop tôt. Oui, il a touché son bras, mais c'était seulement pour savoir s'il avait la même consistance que son apparence, donc celle d'une poule déplumée en l'occurrence. Il a senti que c'était effectivement le cas. Il a également senti le froid que dégage l'homme, et la souffrance du vivant qui subit le froid de la mort. C'est pour ça qu'il lui a donné sa veste, lui qui n'a jamais souffert du froid. Il la lui a donnée également pour le lui rendre d'apparence plus familier, et pouvoir être moins timide avec lui, car d'abord, il ne voyait que l'accoutrement de l'homme, et ce jusqu'à ce que dans son œil, il puisse enfin distinguer la lueur de la demande. Le client s'exaspère d'être ainsi traité avec douceur. Pourquoi le dealer ne lui pose-t-il pas de questions? Pourquoi ne doute-t-il pas qu'il ait de l'argent? Pourquoi surtout ne pas s'assurer qu'il converse sur un pied d'égalité? Mais le dealer n'a jamais douté que le client a de quoi payer. Certains produits sont d'une telle valeur que leur vente s'accompagne nécessairement de discrétion et de respect. Leur échange se doit donc d'être respectueux autant que possible et le dealer se doit, lui, de faire preuve de patience. Le client émet une hypothèse. Et si il n'avait pris la posture de l'arrogance que pour répondre à l'offre du dealer? S'il ne restait en réalité que guidé par sa curiosité pour savoir quelle offre on allait finir par lui faire, et si surtout il avait en réalité volontairement choisi de venir vers lui, guidé par sa propre inertie et en attente de réponse. Mais le dealer n'hésite pas avant de lui répondre. Si le client est trop fatigué de sa journée, la tête trop pleine et qu'il n'est pas en mesure de se souvenir de ses propres désirs, il n'y a aucun souci, il peut parfaitement emprunter le désir de quelqu'un d'autre, ça fera un heureux à un moment ou à un autre. Peut-être même qu'un jour, ça fera plaisir à une femme, qui sait. Les exemples donnés par le dealer révoltent le client. Il refuse de concevoir une vie où la paix se recherche ou se retrouve dans la présence ou l'absence du souvenir d'une femme. D'ailleurs, il refuse tout court le concept de trouver la paix. De toute façon, ils n'appartiennent pas au même monde, et leur différence les rend incompréhensibles l'un à l'autre. Le dealer tente de l'apaiser. Il ne voulait pas l'offenser et reconnaît qu'effectivement, ils ne sont pas du même monde. Son erreur a été de penser que leur vie se ressemblait de par leur banalité. Il s'est exposé pour désépaissir le mystère, éclaircir un petit peu l'obscurité, et il invite le client à le regarder amicalement. Mais la manœuvre ne prend pas. Le client le préférait retors plutôt qu'amical. Il ne veut pas de ses sentiments, et il ne dispose pas lui-même de cette monnaie-là. Il ne veut pas de la moindre familiarité entre eux. Il se trouve que les circonstances ont fait de lui un étranger, mais si elles avaient été autres, peut-être lui-même aurait appelé le dealer l'étranger. Puisqu'il n'a rien à lui proposer effectivement, c'est qu'en réalité le dealer est pauvre, et qu'il mendie sous couvert de vendre des produits. Son seul souhait à présent est que les deux hommes puissent repartir chacun de leur côté, intacts l'un et l'autre dans tous les sens du terme. Mais il est trop tard. De leur interaction est née une obligation, et le dealer refuse de voir le client partir sans payer. Une fois de plus, il avertit son client. La douceur de son discours n'est qu'une apparence. Mais le client, lui, refuse de payer. Il n'a rien pris ni obtenu qui justifie un tel acte. Le dealer s'obstine. Le client a consommé son temps, sa patience, son espoir. Il ne peut pas le laisser là, les bras ballants, comme ça. Un dû subsiste entre eux.
Le client menace, il va appeler les secours. D'ailleurs, il accuse le dealer de s'en prendre à des hommes, car des femmes, elles, n'auraient pas hésité à donner l'alarme. Le dealer lui suggère de fuir s'il tient à s'échapper. Mais le client ne fuit pas. Il demande du temps, et demande à ce qu'il trouve des gens pour qu'ils ne restent pas tous les deux dans leur solitude. Il n'a rien pris au dealer, puisqu'il n'a même pas accepté sa veste et qu'il n'a montré que du mépris envers elle. Il ne s'abaissera ni à s'incliner devant le dealer, ni à payer une tentation qu'il n'a pas eue. Mais le dealer, lui, ne peut pas pardonner qu'il ait jeté sa veste dans la poussière. Il aurait pu concevoir qu'on insulte sa naissance, mais refuse qu'on insulte les ornements de la vie qu'il s'est choisie. Le client propose de rétablir justice et de jeter sa propre veste dans la poussière. Le dealer ignore sa proposition et lui demande pourquoi n'a-t-il formulé aucun désir. La réponse est évasive. Il faut se méfier du client qui ne demande rien mais qui obtiendra malgré tout ce qu'il veut. Le dealer exprime qu'il ne souhaite pas se battre avec le client. Pour sa part, le client, lui, ne craint que les règles qu'il ne connaît pas. Mais il n'y a pas de règles, il n'y a que des armes. Les deux hommes reconnaissent, chacun leur tour, que rien de ce que l'autre leur a dit n'aurait pu leur permettre de comprendre les désirs secrets de l'un ou les marchandises secrètes de l'autre. Acculés, ils n'ont plus d'autre choix que de se battre. Le client demande avec quelle arme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo fort joyeuse et rafraîchissante en ce début d'année. C'était, j'espère, une belle découverte. J'espère aussi que vous avez réussi à comprendre le propos de la pièce. À mon sens, et je pense que je vais me faire taper dessus par quelques personnes probablement en disant ça, mais c'est pas grave, je pense que c'est une pièce qui est probablement plus intéressante à lire qu'à voir. Voilà. Je ne l'ai jamais vue, donc peut-être me trompais-je absolument, mais je pense que voilà, ça mérite mieux d'être lu. Ceci étant dit, si la vidéo vous a intéressé et que vous avez des questions ou des éclaircissements que vous aimeriez y voir apporter, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on vous répondra avec plaisir. Si ça n'est toujours pas fait et que vous êtes toujours là à ce stade de la vidéo, pensez à vous abonner, vous n'êtes plus à ça près et ça nous ferait très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en pleine forme. Et j'ai oublié de vous le dire, mais c'est important aussi quand même, mettez un pouce bleu sur la vidéo pour soutenir notre travail au maximum. Merci beaucoup!